Donc, on va commencer notre webinaire sur la grande démission. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment contrer l'hémorragie. Et puis là, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais ça va être un webinaire, c'est le premier finalement d'une série de 4. Donc, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'analytique RH pour aider à mieux cibler, mais la série va être sur la grande démission. Donc, l'agenda pour aujourd'hui, en fait, c'est assez simple. Là, on a donné le webinaire, en fait, mardi. On a dépassé un petit peu, mais on a révisé ça, André. Donc, je pense qu'on va être correct pour le 50 minutes. On espère avoir à peu près une cinquantaine de minutes de contenu pour se garder là, une dizaine de minutes de questions à la fin. Ceci étant dit, par contre, si vous avez des questions qui vous viennent là, à l'esprit pendant la présentation, je vous invite à les poser dans le chat directement. Si c'est possible, si on a le temps, je vais essayer de les lire à André pour qu'André puisse leur répondre pendant la présentation. Sinon, là, on va y aller tout simplement vers la fin. Donc, tout ça pour vous dire que soyez bien à l'aise de poser vos questions pendant la présentation dans le chat. Je veux aussi vous dire que si jamais vous aviez des ennuis technologiques, donc si vous avez des problèmes avec Teams, par exemple, j'ai mon collègue Gauthier Robin qui est en ligne, qui peut vous aider aussi. Donc, faites appel à lui s'il y avait quoi que ce soit en termes de problèmes avec la plateforme. Rapidement, qui on est, ce n'est pas notre premier webinaire. Là, je pense qu'il y en a qui nous suivent souvent, fait qu'on va passer plus vite sur cet aspect-là. Mais mon nom est Mathieu Barry. Enchanté tout le monde. Donc, mon rôle ici chez Syntel, ça fait environ un petit peu plus qu'un an que je suis chez Syntel. Et mon rôle, c'est vraiment d'être le lien finalement entre nos clients puis nos ressources à l'interne, donc les gens chez nous, chez Syntel. On a plusieurs gens avec beaucoup d'expérience dans différents domaines. Donc, tout dépendamment de la nature du projet ou du défi auquel fait face nos clients, mais mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher les bonnes personnes chez nous pour les emmener à la table pour aider nos clients. André, de son côté, n'a plus vraiment besoin de présentation, mais je vais la présenter quand même. André, c'est notre VP Expérience employé ici chez Syntel, mais c'est aussi la chef de produit enthousiasme pour tout ce qui est l'aspect Cara. C'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc, tout ce qui touche à l'analytique RH chez Syntel relève d'André. Donc, André, dans le domaine depuis une dizaine d'années, c'est une ingénieure mécanique de formation, donc elle aime beaucoup, beaucoup les chiffres. Et puis, elle a fait son MBA également. Donc, vous allez voir qu'il y a un bon bagage. Je vous dirais que même en termes d'analytique RH, si vous cherchez une spécialiste d'analytique RH au Québec, il n'y en a pas beaucoup. C'est un domaine qui est plutôt rare. On est chanceux d'avoir André. Là, je vous dirais que c'est la sommité pas mal au Québec. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, autant durant la présentation que si après vous avez quoi que ce soit. Et là, un blog aussi que je vous invite à aller voir. Qui s'appelle Mesurer le capital humain. Donc, si vous êtes intéressé à ce type de sujet-là, ben, allez voir le blog. Donc, rapidement, qui Syntel on est? Bien, Syntel a été créé en 1987. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on existe. On a toujours été dans le BI, même avant que le BI s'appelle le BI. Mais on fait du BI à toutes les sauces. Donc, ça peut être des projets pour les opérations, ça peut être des projets pour les finances. C'est vraiment du sur-mesure, cas par cas, selon nos clients. Et comme je vous disais, il y a une dizaine d'années, Syntel a décidé de créer une nouvelle division qui maintenant s'appelle Cara, mais ne s'appelait pas Cara à l'époque, qui vraiment, elle, se spécialise uniquement dans l'analytique RH, bien spécifiquement là-dedans. Et puis, dans cette équipe-là que André chapeaute, il y a plusieurs choses qu'on fait, dont la formation. Donc, à tous les mois, on va vous en parler tout à l'heure, à tous les mois, on donne une formation pour laquelle vous allez avoir des crédits d'éducation continue pour l'ordre des CRHA, entre autres, si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est des formations qui sont plus générales, qui se donnent là, de façon régulière. Mais on fait aussi de la formation en entreprise. Donc, si vous vous dites, mais nous, on a un problème où on a peut-être un besoin plus spécifique, toujours sur l'analytique RH, mais sur un problème très pointu, très spécifique, on peut monter aussi des formations pour vous, pour votre équipe. On fait de l'accompagnement. Ça, souvent, ce qu'on voit, c'est des entreprises qui disent, nous, on veut se lancer dans l'analytique RH, on ne sait pas vraiment où commencer, on ne sait pas comment s'y prendre. Pouvez-vous nous aider? Mais là, c'est là qu'André va arriver avec son équipe. Et là, il y a toute une démarche là, pour vous amener à avoir de l'analytique RH dans votre entreprise. On a des services d'analyse de données. Ça, c'est si vous avez beaucoup de données, mais vous n'avez pas nécessairement le temps ou l'expertise pour les analyser, pour essayer de monter des rapports, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bien, nous, on a des gens à l'interne qui peuvent vous aider avec ça. Et finalement, on a la plateforme d'analytique RH, qui est une plateforme SaaS, donc en ligne, qui va aller se connecter à toutes vos sources de données RH,
qui va vous emmener tout ça, là, qui va vous monter tous vos rapports et vos tableaux de bord pour les RH, qui va avoir jusqu'à 350 indicateurs directement. Donc, c'est un peu là, la plateforme qui vous permet là, de comprendre ce qui se passe chez vous. Donc, évidemment, dans les 10 dernières années, là, on a eu la chance de travailler avec beaucoup de belles entreprises. Fait que vous pouvez voir là, quelques-unes de ces entreprises-là. Bon, maintenant que ça, c'est fait, tout de suite, parce qu'on se fait souvent poser la question, est-ce qu'on va avoir un courriel avec la présentation? Puis oui, oui, absolument. Donc, demain, on vous envoie un courriel, vous allez avoir la présentation et la vidéo, si vous voulez revoir la vidéo ou si vous voulez la partager avec un collègue. Aussi, tout de suite après notre webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir là, dans les quelques minutes suivant le webinaire, vous allez recevoir un sondage qui est vraiment pas long. C'est 1 minute ou 2 qui nous aide énormément parce que vous savez, on fait quand même beaucoup de webinaires, mais des fois, on a un peu l'impression qu'on fait ça dans le néant, dans le sens où c'est difficile d'avoir du feedback, à savoir est-ce que c'est utile, est-ce que le format fonctionne pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Donc, si vous avez 1 minute ou 2, là, ça serait vraiment apprécié si vous preniez le temps pour le remplir, de sorte qu'on ait une meilleure idée si ces webinaires-là fonctionnent pour vous. Comme je vous disais, c'est le premier webinaire d'une série de 4. Donc, le prochain va être le 20 octobre à midi, toujours dans l'esprit de la grande démission. Mais là, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'analytique RH, mais pour être à l'écoute des employés. Donc, ça va être plus l'aspect sondage de l'expérience employée. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mon collègue Gauthier va vous mettre un lien là, durant la présentation. Vous pouvez aller vous enregistrer tout de suite. Puis comme je disais, vous avez les prochaines formations. Je ne passerai pas au travers, mais j'attire votre attention sur la première, le mesurer l'efficacité de vos formations, qui va être le 19 et 21 octobre. Donc, il y a encore de la place. Il faut prendre en note, par exemple, que ces formations-là ne sont pas gratuites. Mais par contre, comme je disais, vous allez recevoir des crédits là, pour l'éducation continue si vous êtes membre de l'Ordre des CRH. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous mettre le lien aussi dans le chat et dans le courriel qui va suivre demain aussi, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'est quoi notre spéciale série? C'est la première fois qu'on fait ça, une série de webinaires sur un sujet. Donc, comme je disais aujourd'hui, bien, on parle d'analytique RH, mais c'est pour vous aider à mieux cibler. Là. Dans le fond, on va établir un peu les bases, essayer de comprendre la grande émission, c'est quoi, d'où ce que ça vient, pour mettre les bases de notre série. Dans le deuxième volet, comme je vous disais, on va parler plus du sondage employé. Dans le troisième volet, qui est l'analytique RH, qui va être en novembre, mais qui va être dans la prédiction. Bon, c'est sûr que quand on regarde l'analytique RH, c'est très bon pour analyser le passé, voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pour résoudre nos problèmes, pour adresser ces problèmes-là maintenant, pour s'assurer que ça ne perdure pas dans le temps. Par contre, ce n'est pas possible pour tout, mais il y a des choses où on peut faire de l'analytique prédictive, c'est-à-dire qu'on peut éviter d'avoir le problème, qui est justement beaucoup meilleur que de régler le problème un coup qui est déjà là. Donc, ça, on va avoir tout un webinaire aussi là-dessus. Puis, comme vous pouvez imaginer, après 3 webinaires, on va avoir beaucoup de contenu. Donc, en décembre, on va faire une synthèse, un petit peu, un genre de résumé de tout ça, des points clés là, à retenir. Puis, on risque d'avoir aussi là, des panélistes qui vont joindre à nous pour parler de leur expérience. Donc, la grande démission, c'est quoi? Commençons peut-être par ça. Donc, la grande démission, c'est vraiment du mot là, américain Great Resignation, qui lui-même est un parallèle à la Great Recession, hein, qui est la grande récession de 1929. Puis, la raison pourquoi ce mot-là est apparu dans le jargon, dans le vocabulaire dans les derniers mois, c'est vraiment le parallèle par rapport entre les deux événements et leur amplitude, l'impact qu'ils ont eu sur le marché du travail. Les rôles seront peut-être un peu inversés, par contre, là, parce qu'en 1929, on se souvient, bon, les gens n'avaient pas d'emploi. Maintenant, présentement, c'est les employeurs qui n'ont pas d'employés. Mais l'idée étant que l'amplitude est similaire. Un genre d'événement qui se produit une fois par plusieurs générations. En 1929, on a quoi, le 4-5 générations peut-être. Donc, c'est le type d'événement qui ne se produit pas souvent dans le marché. Donc, qu'est-ce qui a permis ça? Qu'est-ce qui a créé ça, cette situation-là présentement? Bon, c'est sûr que la COVID a participé, a contribué beaucoup, mais on se souvient qu'il y avait une pénurie même avant la COVID. La COVID, éventuellement, a accentué les problèmes. Puis, ce qu'on voit, c'est que les gens, surtout les gens qui sont tombés en télétravail, il y a toute une réflexion qui s'est amorcée. Les gens ont commencé à mettre beaucoup de l'avant, ou du moins valoriser beaucoup leur temps personnel, de trouver un certain équilibre entre là, le travail, les familles, les loisirs, se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de travailler 60, 70, 80 heures par semaine. Donc, les gens on voit que de façon générale, les gens sont plus à la recherche de cet équilibre-là, sont moins prêts à sacrifier leur famille pour faire des longues heures. Donc, ça, déjà, on peut voir que la philosophie de vie a un peu changé, ce qui a affecté le marché. Par contre, le marché lui-même a beaucoup changé.
Ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de petits entrepreneurs, par exemple, qui sont un peu à bout de souffle, où la pandémie a été difficile pour eux et eux autres sont à la recherche d'acheteurs. Ils veulent vendre leur entreprise, veulent passer à autre chose. Donc, ça vient affecter le marché du travail. Euh, tous les secteurs ne sont pas égaux, on va le voir tout à l'heure. Par exemple, si on pense à l'hôtellerie, la restauration, bon, ces secteurs-là ne sont pas revenus au plein emploi par rapport à février 2020. Donc, il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont retournées à l'école, donc aux études, donc se retirent du marché du travail. Évidemment, ces gens-là vont revenir sur le marché du travail, mais à court terme, on a le problème où ces gens-là ne sont pas disponibles présentement. Donc, ça affecte beaucoup le marché. Beaucoup de baby boomers qui, quand ont vu l'événement arriver de la COVID avec le télétravail, les changements, les pressions et tout ça, qui eux se sont dit, bon, ben, j'étais sur le bord de la retraite de toute façon, pourquoi pas la prendre tout de suite? Donc, une autre chose qui a affecté le marché. Puis, une dernière chose qu'on voit qui est quand même assez surprenante, là, en tout cas, moi, personnellement, je n'avais pas vu ça venir. Je pense que cette réflexion-là, plus personnelle, où les gens se demandent bon, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire? Bien, beaucoup de gens partent à leur compte, donc délaissent un emploi. Des fois, même le gouvernement a beaucoup de problèmes présentement avec des gens qui quittent pour partir leur propre entreprise. Donc, ces gens-là, éventuellement, effectivement, vont affecter le marché de façon positive, mais aussi se retirent du marché du travail en tant qu'employés qui peuvent être recrutés. Donc, quand on met tout ça ensemble, c'est pas si surprenant que finalement, considérant qu'on était déjà en pénurie de main-d'œuvre, que présentement, ben, c'est pire que pire. Donc, juste rapidement, en statistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on sait qu'il y a 42 si on parle plus de la mentalité présentement des employés, ben, on sait qu'il y a 42 des Canadiens qui pensent changer d'emploi. 42 c'est énorme, évidemment. Si vous suivez ou si vous connaissez Adam Grant, qui est un psychologue américain là, qui a popularisé le mot languishing, il y aurait un très haut pourcentage de gens qui souffrent de languishing présentement. Donc, languishing, qu'est-ce que c'est? Si vous avez la dépression d'un côté et vous avez l'euphorie ou le bonheur total de l'autre, languishing, c'est à quelque part au milieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas malheureux, on n'est pas triste, mais on est un peu blasé, on manque d'énergie, on n'est pas... Vous savez, c'est un peu cette léthargie-là, finalement. Et apparemment qu'il y aurait beaucoup d'employés qui en souffrent présentement. Donc, ces employés-là ne seront pas nécessairement prêts à retourner à l'école ou à partir en affaires ou faire des gros changements comme ça, mais peuvent être sur le marché pour changer d'emploi, trouver des nouveaux défis, trouver un peu de nouveauté, se sortir de cet état léthargique-là un petit peu. Donc, évidemment, ça affecte beaucoup la main-d'œuvre qui quitte les taux de roulement qui augmentent là, de façon significative dans la plupart des entreprises. Donc, juste faire un parallèle, là, il y a 31 des milléniaux qui disent avoir de la difficulté avec leur motivation. Fait que ça vous donne une idée. Là, le pourcentage est quand même assez haut. Puis de l'autre côté, ça, c'est un peu l'état d'esprit présentement de la main-d'œuvre, mais on a aussi le marché, comme on parlait tout à l'heure, et le Conseil du patronat qui nous dit qu'il y a 1,4 million de postes qui vont être à combler d'ici 2026 sur une population de 8 millions. C'est énorme, c'est énorme. Donc, on ne veut pas être trop pessimiste, là, mais si vous trouvez ça difficile présentement, moi, je ne pense pas que ça va s'améliorer dans les prochaines années. Donc, c'est probablement quelque chose qui va perdurer, puis va falloir mettre des outils en place, des processus en place, des nouvelles manières de faire aussi en place si on veut réussir à continuer à être efficace puis à être compétitif dans les années qui viennent. Donc, taux de chômage rapidement, on voit qu'on revient tranquillement là, à la moyenne pré-pandémique de février 2020. On est encore un peu plus haut. Évidemment, plus le pourcentage baisse, moins qu'il y a de main-d'œuvre sur le marché qui peut être recruté. Donc, plus c'est difficile pour vous de recruter des gens. Donc, à mesure que ce taux-là diminue, attendez-vous à ce que ça devienne de plus en plus difficile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chômage n'est pas affecté de façon égale entre secteurs. Donc, présentement, on dit qu'on était à peu près 0,8 là, il y a une 0,8 de variance entre février 2020, donc avant la pandémie, puis maintenant. Donc, on n'est pas tout à fait revenu là, au même niveau qu'on était avant. Par contre, si on regarde les secteurs, bon, ben, sans trop là, de surprise, l'hôtellerie, la restauration, on est à 12,6 de variance entre présentement puis pré-pandémique. Donc, on n'est pas revenu là, à notre plein emploi pré-pandémie. Pas surprenant. Par contre, si vous êtes dans ces secteurs-là ici, non, là, on est au-dessus là, de la pénurie de main-d'œuvre par rapport à la pandémie. Donc, si vous êtes dans les services professionnels, scientifiques, techniques, les TI, si vous êtes dans le commerce du gros, les assurances, les finances, ces choses-là, vous sentez la pénurie. Et ce que vous vivez et ressentez présentement est beaucoup pire que ce que vous aviez en février 2020.
Donc, pourquoi c'est autant d'actualité, la grande démission? Si vous êtes comme moi, là, vous avez probablement vu à la télévision, vous lisez dans les journaux. Absolument, tu sais, les RH, on est un peu dans notre monde et là, soudainement, ce monde-là est exposé au grand jour avec un peu là, monsieur, madame, tout le monde. Les voisins m'en parlent, tout le monde m'en parle. Donc, pourquoi c'est autant d'actualité? Pourquoi c'est autant là? Bien, nous, on pense que c'est parce que c'est devenu un problème qui dépasse les RH. C'est vraiment devenu un problème d'entreprise, un problème d'organisation. Et même si les RH sont au premier rang qui en souffrent le plus, nous, on pense que c'est ironiquement une bonne nouvelle pour vous parce que ça va être plus facile pour vous, plus que jamais, du moins, de démontrer l'impact et l'importance de votre travail sur les résultats. Donc, voyez-le comme une opportunité, puis je vais laisser André qui va vous dire un peu comment vous pouvez approcher tout ça. Bon, ça ne sera pas long. Je veux juste m'assurer que c'est mon écran qui est partagé. Là, je vous ai perdu. Je vais essayer de rouvrir mon Teams, là, que je vous vois pour que Mathieu, tu me feras signe si jamais il y a des gens qui ont des questions. Bon. La valeur économique d'un employé. Pourquoi je commence par ça? C'est rien que pour vous faire comprendre, puis vous le comprenez probablement, mais c'est le fun de le voir sur un graphique, la valeur d'un employé dans une organisation. Je vous dirais que quand je montre ce graphique-là à des présidents d'entreprise ou à des gens de haute direction, ils trouvent ça un peu percutant. Puis vous allez voir l'effet que le rôle des RH a sur la valeur d'un employé. Donc là, ici, j'ai un graphique où on a le temps, OK, qui augmente et on a la valeur d'un employé. Et là, quand on embauche quelqu'un à un temps X, bien, c'est sûr que sa valeur n'est pas encore, il n'atteint pas encore sa pleine valeur. Donc, ça prend un certain temps pour qu'il atteigne un niveau de productivité dans votre organisation. Ensuite, selon la gestion qu'on fait de cet employé-là, selon le développement qu'on fait, bien, sa valeur risque de continuer d'augmenter pendant un certain temps jusqu'au jour où cet employé-là va décider de quitter. Et à ce moment-là, jusqu'au moment du départ, bien, sa performance ou sa valeur devrait décliner dans votre organisation. Donc, pour déterminer la valeur d'un employé, habituellement, on vient calculer ici l'aire sous la courbe et on est en mesure d'attribuer une valeur à l'employé. Maintenant, quand on a des bonnes pratiques RH dans notre organisation, mais ce que ça fait, c'est qu'on augmente la valeur d'un employé. Il contribue plus rapidement à notre organisation. Si on a des bonnes pratiques d'accueil, un bon onboarding, comme on dit, bien, il est possible que cet employé-là contribue pleinement à l'organisation beaucoup plus rapidement. Ensuite, si on a vraiment fait un bon recrutement, si on était vraiment aligné avec le besoin, avec la culture de l'organisation et on a fait une bonne sélection d'employés, bien, cet employé-là devrait atteindre un niveau plus élevé de performance que s'il était dans une autre organisation. Donc, vous voyez, sa performance ici, sa valeur augmente. Ensuite, si on a des bonnes pratiques de gestion, si on a des plans de carrière, si on continue à développer ces employés-là, bien, ils devraient continuer à progresser, donc à améliorer leur valeur dans l'organisation. Et il y a un jour, ils vont décider de partir parce qu'il faut comprendre que, regarde, les employés qui restent 20 ans, 30 ans, ça ne sera plus la norme, ça, là, dans les organisations. Je pense que la moyenne là, de temps que les employés restent, c'était en bas de 2 ans. Là. Donc, si on a une bonne gestion encore et si la culture organisationnelle est bonne, on a des bonnes valeurs, bien, la décision de partir devrait se prendre plus loin. Et quand la personne décide de partir, bien, si la culture est là dans l'organisation, le départ va se faire probablement plus rapidement parce qu'il va se faire je vous dirais, en cohésion avec la haute direction. On va accepter que l'employé parte parce on veut lui donner, on n'est pas capable de lui donner d'autres défis dans notre organisation et on lui souhaite bonne chance. Et là, ben, il quitte et sa valeur, au lieu de traîner là, à baisser, ben, il quitte et c'est ça. Fait que si vous regardez l'aire sous la courbe ici, elle est beaucoup plus grande. Donc, ça, c'est une bonne façon de démontrer le travail des RH dans une organisation, de démontrer que si on a des bonnes pratiques RH, on est en mesure d'augmenter la valeur d'un employé.
Maintenant, une autre façon de déterminer la valeur du travail d'une organisation, et comme vous l'a dit Mathieu là, tout à l'heure quand il a parlé que ce n'était plus un problème RH, la grande démission, c'est vraiment un problème organisationnel. Pourquoi? Parce que les organisations actuellement, celles qui veulent croître ne peuvent pas parce qu'il manque de main-d'œuvre. Leurs ventes ne peuvent pas augmenter, le profit non plus. Donc, les entreprises stagnent ou décroissent. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter là, la performance organisationnelle d'une organisation. Maintenant, si je regarde là, la chaîne de valeur RH, ça, c'est le travail qu'on fait au niveau de la direction RH. Donc, on met en place des politiques, des initiatives. Et ces programmes-là, ces initiatives-là, le but de ça, c'est d'avoir des résultats RH. Et quand on parle de résultats RH, c'est d'être en mesure de changer les attitudes, les comportements, les réactions des employés. Donc, par exemple, augmenter l'engagement, baisser le roulement, baisser l'absentéisme. Donc, ça, c'est tous des résultats RH qu'on veut obtenir par rapport au travail de la DRH. Donc, on est capable de faire un lien entre le travail et le résultat. Ensuite, le résultat, ce qu'on veut, c'est qu'il ait un effet sur la performance organisationnelle. Donc, on augmente l'engagement, on baisse le roulement. Ce que ça fait, c'est qu'on a plus de ventes, on a des meilleures parts de marché, on a un service on a des clients satisfaits. Donc, on est capable de faire un lien entre nos résultats RH et la performance organisationnelle. Je vous ai fait un petit exemple là, juste pour que vous compreniez bien l'importance de la chaîne de valeur RH. Le but, là, on prend une organisation fictive là, qui a de la difficulté à recruter parce que, pénurie de main-d'œuvre, on a des gens qui quittent. Puis ça, ce que ça a fait, c'est que ça a baissé nos ventes, puis on n'est pas capable d'aller chercher des nouvelles parts de marché. Donc, le but, là, on veut repartir les ventes, puis on veut surtout aller chercher des nouvelles parts de marché. En regardant nos sondages d'engagement et de mobilisation, on s'est aperçu que la dimension gestionnaire était ce qui apportait le plus de désagréments aux employés. Donc, la relation employeur-gestionnaire n'était pas très, très bonne dans cette organisation-là. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, eux, c'est augmenter le taux de mobilisation, puis baisser le taux de démission. Donc, ils se sont donné 2 résultats RH qu'ils voulaient atteindre. Et étant donné toute la donnée qu'ils avaient recueillie, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de mettre en place un programme de développement du leadership pour faire en sorte que la relation gestionnaire-employé soit meilleure. Donc là, ils ont mis en place des indicateurs d'efficience pour voir les heures de formation par gestionnaire, le nombre de gestionnaires avec un plan individuel de développement, puis le taux de complétion de ces plans individuels de développement-là. Fait que vous voyez cette chaîne-là, quand on la reprend de l'autre sens, si on fait ça ici, on espère que ça fait ça, OK? Donc, ça augmente notre taux de mobilisation, baisse notre taux d'émission, pour ensuite avoir un effet sur les ventes. Quand on est capable de démontrer cette chaîne de valeur-là, dites-vous que c'est facile ensuite d'aller chercher des budgets pour faire des programmes RH. Juste avant qu'on embarque dans le vif du sujet là, de la grande démission, si on veut, juste que, pas oublier, puis vous allez dire, André, c'est simple, là, ce que tu dis là, mais juste pour pas que vous l'oubliez, c'est que la rétention des employés, ça baisse beaucoup. Puis le roulement, ça les augmente. En même temps aussi, moins qu'il y a d'employés qui partent, moins qu'il y en a à embaucher. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça met moins de pression sur votre recrutement. Votre recrutement va être là pour embaucher pour des nouveaux postes et non pas pour faire des remplacements. Ensuite, le roulement des hauts performants diminue l'avantage concurrentiel de votre organisation. Donc, à chaque fois qu'un haut performant part, dites-vous que ça vous coûte beaucoup plus cher que quand c'est quelqu'un de satisfaisant. OK? Et le coût du roulement dépasse les coûts monétaires directs. Fait que pour calculer le coût du roulement, il ne faut pas juste regarder combien ça nous a coûté en recrutement, en formation. Il y a des coûts beaucoup plus grands, comme par exemple la perte de connaissances, la perte de productivité, l'impact sur le moral des employés. Donc, vous voyez, là, ça, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Maintenant, a-t-on un problème de roulement?
Hein? Donc, habituellement, on a assez un bon pif, on le sait qu'on a un problème, mais maintenant, il faut le démontrer. Donc, il faut faire des calculs, puis se comparer à soi-même dans le temps. Donc, voir, écoute, j'avais un roulement X en 2018, il a progressé en 2019, puis là, 2020, 2021, on voit là, que ça augmente. Fait que là, oui, on est dans le problème là, de la grande démission. Où est-on vraiment dans le programme de la grande démission? C'est ça qu'on veut tenter de découvrir. Puis si on est en mesure d'avoir un benchmark de notre secteur d'activité, c'est encore mieux pour se comparer. Ensuite, juste pour qu'on ait tout le même langage, là, c'est quoi le roulement? Bien, habituellement, c'est la proportion des employés qui quittent une organisation sur une période donnée. Et ce roulement-là, on va le séparer en roulement volontaire et en roulement involontaire. Le roulement volontaire, on va inclure là-dedans les gens qui démissionnent et les gens qui partent à la retraite. Tandis que pour le roulement involontaire, mais là, on a les mises à pied, les fins de contrat, les congédiements, les décès. Ce qui nous intéresse dans la grande démission, c'est vraiment le roulement volontaire. Et je vous dirais davantage la dimension démission, mais pour certaines organisations, les taux de départ à la retraite vont être importants aussi. Parce que peut-être qu'on peut se mettre en place des programmes pour retenir des gens qui quitteraient à la retraite, pour leur donner peut-être des accommodements pour qu'ils restent à temps partiel quelques journées semaine. Fait que vous voyez, c'est ça ici qui nous intéresse dans le contexte là, de la grande démission. Comment ça se calcule maintenant, le taux de roulement? Bon, je vous ai mis la formule de calcul, le nombre total d'employés qui quittent sur le nombre moyen d'employés. Il existe, bon, ça, c'est la formule des meilleures pratiques d'affaires, c'est la formule aussi de la norme ISO 3414. Cependant, j'ai vu autant de formules différentes de taux de roulement dans les organisations. C'est sûr que je disais avant, il n'y a pas de police là, des indicateurs, mais vous êtes mieux quand même d'utiliser les formules des meilleures pratiques d'affaires, surtout que maintenant, on a une norme ISO qui vient dicter le calcul de certains indicateurs. Donc, vous devriez quand même vous aligner sur les meilleures pratiques. Maintenant, on calcule un taux de roulement, on devrait le calculer à tous les mois, OK? Ça serait ça une bonne pratique. Donc, si on veut on calcule notre roulement à tous les mois. Si on veut avoir notre roulement annuel, bien, on additionne chacun de nos mois et on obtient à la fin de l'année notre taux de roulement annuel. Parce que les gens sont habitués d'entendre parler de taux de roulement annuel et non de taux de roulement mensuel. Il est toujours bien d'annualiser en cours d'année votre taux de roulement. Donc, pour le faire, il y a deux façons, là. Et ça, il n'y a pas de meilleure façon, mais soit qu'on fait une règle de 3. Donc, par exemple, pour mes 3 premiers mois de l'année, j'ai eu un taux de roulement de 4. Bien, à la fin de l'année, si les employés continuent à quitter au même rythme, bien, je devrais avoir un taux de roulement de 16. Donc, de l'annualiser ou de le montrer sur un horizon un horizon roulant de 12 mois. Donc, je suis au 31 mars 2021, mais je regarde mon roulement à partir du 1er avril 2020 et là, j'ai un 12 mois pour regarder mon taux de roulement. Donc, les deux façons sont possibles. Je vous donne ici quelques benchmarks, des benchmarks qui nous proviennent du baromètre RH de l'Ordre des CRHA. Juste vous dire que c'est un outil gratuit. C'est un benchmark annuel. C'est un outil gratuit pour quand on est membre CRHA. Et il existe aussi le baromètre RH+, qui est un baromètre trimestriel où là, vous avez des données plus, je vous dirais à la fréquence aux 3 mois, donc plus récentes. Ici, je vous montre les taux de roulement là, dans les dernières années. Si vous voyez 2020, là, puis là, je dis résultats provisoires parce qu'on est en train là, de s'assurer que les résultats, les données que les gens ont fournies soient bonnes pour être en mesure là, de sortir un bon résultat. Mais on voit que le roulement total en 2020, tout secteur d'activité confondu, bien, il a atteint le 30 OK? Et ça, je pense que ça va devenir une nouvelle norme là, pour les prochaines années. On ne devrait pas descendre en bas du 30 au niveau du taux de roulement total. Ce qui est intéressant de voir en 2020, c'est que la part du roulement volontaire, elle a quand même, la part du roulement involontaire, elle a quand même augmenté.
on voit là qu'on est à 14 Puis ça, c'est dû, bien entendu, aux entreprises qui ont dû faire des mises à pied en 2020 parce qu'ils ont dû fermer pendant un certain temps, etc. Fait que vous voyez, le volontaire en 2020 avait quand même baissé un peu et l'involontaire a augmenté. Ce qu'on devrait voir pour 2021, on commence à avoir un peu de chiffres là, par rapport à ça dans le baromètre RH trimestriel, c'est que le roulement involontaire, lui, devrait redescendre. Je pense qu'il va redescendre à peu près autour de 8 et le roulement volontaire, lui, devrait augmenter. Donc, il devrait dépasser le 20 et là, on devrait rester pas loin là, du 30 pour 2021. Maintenant, problème de roulement. OK, on a fait nos calculs, on s'est benchmarké, on se dit oui, on a un problème là, de roulement volontaire dans notre organisation. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut creuser. OK? Parce que le roulement total, c'est bien beau, mais il faut le regarder par différentes dimensions. Puis une dimension, là, ça peut être vu comme un axe d'analyse, si on veut. Une autre façon de regarder votre indicateur. Fait que là, par exemple, on regarde notre taux de roulement par département, par superviseur. Y a-t-il des superviseurs où le taux de roulement a augmenté davantage? On pourrait le regarder par tranche d'âge, par génération. Donc, vous regardez ça par différentes dimensions pour tenter de voir puis de cibler le roulement se retrouve où dans votre organisation. Et là, vous pouvez vous poser plein de questions. OK? Quel est le taux de roulement des hauts et des bas performants? OK? Parce que oui, le taux de roulement de tout le monde, c'est intéressant, mais haut performant, bas performant, ça peut être encore plus intéressant. On va en parler un petit peu plus en profondeur dans ma prochaine diapo. C'est qui le superviseur qui a le plus haut taux de roulement volontaire dans votre organisation? Est-ce que c'est persistant? Est-ce que ça a toujours été ça ou c'est récent, ça? Donc, ça, il faut regarder la tendance que notre indicateur a pris. Fait que là, vous avez plein de questions que vous pouvez vous poser, puis il y en a probablement d'autres, là, mais aussi combien ça coûte, ça, le roulement dans votre organisation? Et combien coûte le roulement? Là, je vous dirais qu'il y a à peu près 20 des organisations qui le calculent, le coût du roulement. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui le font. Puis vous allez voir, plus tard, je vais vous en parler, comment on peut calculer le coût du roulement ou du moins l'estimer et comment ça peut être une façon de parler à votre haute direction. Et aussi, la dernière question ne s'applique probablement pas à tout le monde. Quel est le pourcentage d'employés de près de la retraite? Vous avez une moyenne d'âge de 28 ans chez vous. Probablement ça, ce n'est pas problématique chez vous, les départs à la retraite. Mais si vous avez une main-d'œuvre vieillissante, c'est important de suivre ça. Quel pourcentage d'employés est près de la retraite ou quel pourcentage d'employés est éligible à la retraite ou quel pourcentage d'employés prendront leur retraite dans les 5 prochaines années. Ça aussi, c'est important à suivre, dépendamment là, de la structure démographique de votre organisation. Je voulais juste revenir sur le taux de roulement des hauts performants. Souvent, j'arrive dans une organisation, puis là, je vais parler de taux de roulement, je me dis, c'est quoi votre taux de roulement chez vous? Puis là, les gens vont avoir quand même une assez bonne idée de leur taux de roulement. Mais quand je leur demande, c'est quoi le taux de roulement de vos hauts performants? Habituellement, c'est OK, à peu près personne ne calcule cet indicateur-là, peut-être parce que c'est un petit peu plus compliqué. Hein? Il faut avoir identifié nos performants. Mais je vous dirais que c'est tellement important de calculer le roulement des hauts performants. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Une organisation que j'accompagnais, qui a une super marque employeur, un fleuron québécois, avec un taux de roulement, là, écoutez, c'était anémique. Là. Son taux de roulement était autour de 5 là. Fait que la VP RH a dit, André, moi, le taux de roulement, ce n'est pas une problématique chez nous. On ne suivra pas ça. J'ai dit, attends, avant de prendre cette décision-là, on va le décortiquer, ton taux de roulement, puis on va aller voir le taux de roulement de tes hauts performants, tes gens satisfaisants et de tes bas performants. Fait qu'on a fait un petit peu de calcul, on a regardé ça. Quand on a sorti les résultats, taux de roulement des bas performants, 0. Taux de roulement des satisfaisants, il y avait un petit pourcentage là, de gens satisfaisants qui quittaient et la majorité de ces départs, c'était des hauts performants. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'elle avait un problème de roulement. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on a un haut performant qui quitte, dites-vous que ce n'est pas rien qu'une personne qui quitte, OK? C'est une personne plus qui quitte. Parce qu'un haut performant peut avoir une productivité allant jusqu'à 400 supérieure à celle d'un employé satisfaisant. Donc, le taux de roulement des hauts performants peut devenir même un indicateur prédictif. Pourquoi je dis ça? C'est que le taux de roulement vous donne
une bonne idée de combien d'employés vous perdez, mais le taux de roulement des hauts performants vous indique la valeur de cette perte. Parce que quand les hauts performants quittent, ça coûte plus cher, OK, à l'organisation. Puis pas rien qu'en dollars, là, en perte de savoir, en perte de productivité. Donc, c'est important de mesurer cet indicateur-là. Puis en plus, ce qu'on a vu, c'est quand le taux de roulement des hauts performants est en croissance dans une organisation, il y a un lien, on voit que c'est comme un petit peu contagieux. On voit qu'il y a d'autres personnes qui quittent. Donc, le taux de roulement tend à augmenter quand il y a beaucoup de hauts performants qui quittent. Petite minute de publicité pour notre outil d'analytique RH. Toutes les questions que vous avez vues, tous les indicateurs de roulement, de rétention, mais vous les avez au bout des doigts là, dans Cara. Vous n'avez pas à faire de calcul. Vous faites quelques clics et vous avez toute l'information nécessaire là, pour répondre à votre question. C'est quoi notre roulement? C'est où ce qui se trouve? Puis c'est qui? OK? Donc, on a dit maintenant qu'on a fait nos calculs, on est capable de cibler. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dresser un portrait en analysant bien les faits. OK? Identifier les endroits et les segments plus chauds, OK? D'être capable de voir c'est où dans l'organisation qu'on a le plus de problèmes de démission. Combiner les différents facteurs pour tenter de bâtir le portrait d'une personne qui quitte. OK, c'est les gens dans le département de Jean-Guy qui ont qui ont moins d'un an d'ancienneté puis qui ont entre 25 et 30 ans. Donc là, vous avez un persona de la personne qui quitte. Et dans ce cas-là, quand on est capable de bâtir le persona de la personne qui quitte, bien, c'est beaucoup plus facile de cibler nos initiatives RH. Ensuite, quand on a notre persona, là, c'est bien beau le savoir là, que c'est ce genre de personne-là qui quitte, mais pourquoi ils quittent? Fait que de comprendre le pourquoi est super important et comment on peut être en mesure de trouver pourquoi, bien, c'est en utilisant des sondages. Que ce soit votre sondage de mobilisation, vos entrevues de départ, vos entrevues de rétention ou vos sondages d'accueil, bien, vous êtes en mesure de prendre de cette information-là, de la croiser avec votre information quantitative et là, de mieux comprendre pourquoi les gens quittent. Maintenant, juste, OK, on a vu le roulement volontaire-involontaire. Et là, je veux qu'on voit ça un petit peu autrement, là, mais d'essayer de cibler le roulement évitable. Donc, dans le roulement volontaire, on a du fonctionnel et du dysfonctionnel. OK? Le fonctionnel, là, par exemple, c'est un départ à la retraite, un bas performant qui va quitter de lui-même. Ça, c'est le fun. Mais dans le dysfonctionnel, là, on a l'inévitable et l'évitable. On pourrait dire le roulement sur lequel on peut agir. Mais pour ça, il faut connaître les raisons de départ. Par exemple, dans l'inévitable, là, son conjoint déménage, puis il change de ville. Ça, c'est inévitable. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. La personne est malade ou quelqu'un de sa famille tombe malade, c'est plus difficile d'agir là-dessus. Tandis que l'évitable, là, c'est toutes les raisons qu'on a dans nos entrevues de départ, comme la rémunération, le développement, le gestionnaire. Donc, c'est important de bien cibler là, le roulement évitable, puis de bien distinguer l'évitable de l'inévitable. Je vous ai sorti ici les raisons de départ là, 2020 aux États-Unis. J'ai pris ça dans le Work Institute 2020 Retention Report. Je vous conseille d'aller télécharger cette étude-là. Bien que ce soit américain, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Toutes les années, ils sortent ce rapport-là. Et pour 2020, là, c'est intéressant de voir là, que voilà les principales raisons de départ, puis on voit le pourcentage. Là. Et on s'aperçoit que la première raison, c'est la carrière. Donc, les opportunités de croissance, les opportunités de réussite dans les organisations, la sécurité, etc., c'est la première raison. Et là, ensuite, on a toutes les autres raisons. Puis, regardez, là, la rémunération globale, là, c'est quand même, oui, c'est une raison, mais ce n'est pas la première raison. Puis ça, on le voit tout le temps, là. On le voit tout le temps, puis
on pense tout le temps que de vouloir augmenter les gens, c'est ça qu'il faut faire. Oui, il faut que les gens aient un salaire équitable, là, mais ce n'est peut-être pas la première raison sur laquelle vous devez travailler. Et là, vous voyez les raisons avec des petites étoiles, là. Ben ça, c'est que c'est des raisons difficilement évitables. Là, on parle de raisons de santé et famille, retraite, déménagement, puis c'est sûr involontaire, là. Mais voyez, on est capable là, de voir les raisons de départ évitables. Et ça, ben, c'est vos leviers. C'est les leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Maintenant, OK, on a étudié tout ça, on a nos chiffres, on a nos faits, on a nos raisons, on a un persona. Fait que là, on est prêt à raconter une histoire à notre autre direction pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe chez nous. Et là, vous êtes en mesure aussi de leur démontrer là, que tout ce qui se passe chez nous, voilà comment ça nous coûte, le coût du roulement, d'être capable de calculer le coût du roulement. Reportez-vous à votre chaîne de valeur, OK? RH. Puis, tu sais, la performance organisationnelle, là, elle se mesure souvent en signes de dollars. OK? Veux pas, là. C'est financier habituellement, les mesures qu'on va mettre là. Donc, d'être capable de passer votre coût du roulement, votre taux de roulement en coût du roulement, bien, ça va avoir un effet, là. Vous allez vous faire écouter davantage. Puis dites-vous que l'effet d'un départ de haut performant, bien, ça coûte plus cher que le départ d'une personne satisfaisante. Puis aussi, vous pourriez parler là, des revenus perdus à cause d'une chaise vide. Ça, c'est surtout en recrutement qu'on l'utilise, là, mais on vient regarder combien ça nous coûte à l'organisation quand le poste n'est pas comblé. Et ça, ben, ça l'aide là, aux gens de recrutement d'obtenir habituellement plus de budget pour faire des meilleurs recrutements. Donc, si on regarde le coût encouru par le roulement, vous voyez, il y a des catégories, recrutement, accueil, en emploi, sortie, et les coûts directs et les coûts en temps aussi ou en salaire. Fait que vous voyez, si on voudrait calculer le coût du roulement, il faudrait aller chercher dans notre système comptable toutes ces informations-là. C'est un travail un peu fastidieux, mais possible de le faire. Mais comme on n'est pas des comptables en RH, il existe une façon rapide de le faire, donc de vous donner un bon estimé de votre coût du roulement. Et ça, c'est basé sur les études de Jack Phillips. Je vous ai mis la source, j'ai pris le petit tableau dans son livre Proving the Value of HR. Et là, on voit que le coût du roulement, quand c'est un niveau d'entrée non qualifié, un secondaire 5, là, sans expérience, bien, ça vous coûte 30 à 50 de son salaire annuel quand il quitte. Et là, vous êtes capable de voir, dépendamment du type de personne qui quitte, que ça va beaucoup par type d'emploi, mais ça va aussi par qualification, ça va aussi avec le niveau hiérarchique dans l'organisation. Fait que vous êtes en mesure là, de calculer votre roulement en prenant le nombre de départs de niveau d'entrée multiplié par 30 du salaire moyen annuel d'un niveau d'entrée. OK? Et de faire votre calcul comme ça. On a fait chez Syntel une petite calculette là, sur notre site Web pour vous permettre là, rapidement, en rentrant quelques chiffres, d'être en mesure de calculer combien ça vous coûte minimalement et maximalement dans votre organisation lorsqu'un employé quitte, et ça, dépendamment de votre secteur d'activité. Parce que quelqu'un qui quitte dans le domaine du commerce de détail et quelqu'un qui quitte dans une compagnie d'assurance et que la personne est un actuaire, bien, c'est certain que ça n'a pas le même effet sur le coût du roulement. Donc, on est en mesure, là, vous pourrez aller l'essayer, de voir combien ça vous coûte. Le coût d'une chaise vide, je vous ai mis le petit calcul ici. Je ne veux pas qu'on le regarde. Là, vous allez avoir le PowerPoint là, demain. Fait que vous pourrez aller voir en détail là, comment on se fait. Mais dans le fond, on estime le revenu par employé. On prend ce revenu-là par employé et on le met par revenu par employé par jour. Et là, on regarde le nombre de jours qu'on a en moyenne nos chaises vides. Puis ça, habituellement, on fait ça pour nos postes critiques, là. Et là, ben, on est capable de mesurer combien ça nous coûte en prenant notre coût par employé. Notre revenu par employé par jour multiplié par le nombre de jours va nous donner combien ça nous coûte une chaise vide. Bon, maintenant, quels sont vos leviers? La rémunération et les avantages sociaux, OK?
c'est le premier levier auquel on pense. More money, hein? Mais moi, je vous dirais non. Avant, on pensait qu'en donnant un 10 de plus, c'était OK. Plus maintenant. Certains salaires vont même jusqu'à doubler. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Il faut faire attention. Si vous êtes un géant de l'informatique là, ou de la haute technologie, ça peut fonctionner. Mais quoi faire quand ce n'est pas le cas? Quoi faire hein, quand on n'est pas capable d'augmenter les salaires autant? Bien, c'est certain qu'habituellement, on va aller chercher on va prendre un employé avec moins d'expérience, puis on va tenter de l'amener à un certain niveau. J'ai mis et les avantages sociaux parce que oui, la rémunération, mais les avantages sociaux, c'est probablement là qu'il faut tenter là, de jouer. Donc, d'aller revoir nos avantages sociaux, tout ce qu'on parle de télétravail, de conciliation travail-famille, tout ça prend une grande place maintenant. Donc, c'est peut-être le moment là, de revoir les avantages sociaux. Si c'est une des raisons de départ, là, hein? Fait que c'est sûr qu'il faut être allé chercher notre information. Les cheminements de carrière, la promotion des employés dans votre organisation. Et là, j'ai mis un petit indicateur, le fun, le délai à la promotion, c'est quoi chez vous? Là? Formation et développement, est-ce que les gens ont des plans de développement? Est-ce qu'on leur donne de la formation? Est-ce qu'on leur permet d'accroître leurs compétences? La conciliation travail-vie personnelle, la relation employé-gestionnaire, OK? Ça, on va en parler un petit peu tantôt. Là. Avoir des plans de relève, OK? Ça aussi, ça va devenir primordial parce que les gens vont quitter. Fait qu'il faut avoir une idée, là, qu'est-ce qu'on fait quand ces gens quittent là? Aussi bien être proactif. Et la qualité des nouvelles embauches, travailler avec l'équipe de recrutement, s'assurer que les gens qu'on rentre fit le plus possible dans notre organisation, savent à quoi s'attendre. Comme ça, on n'aura pas un départ au bout de 18 mois ou de 16 mois. Fait que voilà, là, en gros, c'est quoi vos leviers? Puis il y en existe probablement d'autres. Là. Je voulais juste vous faire une liste pour vous faire réfléchir. Ce que j'ai aimé dans le Work Institute 2021 Retention Report, c'est qu'il disait, avant, on disait, les employés ne quittent pas l'organisation, ils quittent un gestionnaire. Et ça, j'ai entendu ça souvent des gens de ressources humaines. OK? Ils ne quittent pas l'organisation, ils quittent le gestionnaire. Ils n'est pas content du gestionnaire. Mais dans le fond, puis ils disent dans l'étude, les employés ne quittent pas le gestionnaire, ils quittent le gestionnaire et l'organisation parce que l'organisation est responsable de faire en sorte que ces gestionnaires soient bien équipés pour faire leur travail. Il faut arrêter de blâmer là, les gestionnaires et il faut leur donner accès à des métriques, des indicateurs, à des résultats de sondage. Il faut leur donner aussi des outils de développement. Puis il faut surtout leur donner de la flexibilité pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Fait en gros, là, ce qu'il faut faire, c'est bien cerner votre problème, faire les calculs, les analyses, puis transformer en dollars. Faire des entrevues de départ pour aider à la compréhension, mais aussi des entrevues de rétention. OK? Pourquoi les gens restent chez vous? Faire des sondages d'accueil, parce que la première année, c'est toujours critique. Écoutez les employés et passer à l'action. Ça, c'est vos sondages de mobilisation. Ensuite, vous allez être en mesure d'identifier vos leviers. OK? Sur quoi on devrait travailler? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place? Et travailler aussi la relation employé-gestionnaire. Équiper et développer vos gestionnaires. Identifier les employés à risque, surtout chez les hauts performants, cibler les employés à risque avec des incitatifs appropriés, puis d'être proactif. C'est ce qu'il faut faire. En conclusion, OK, comprendre le problème. Quand on l'a bien compris, qu'on a les faits, les données, on tente de bien l'expliquer à notre haute direction, puis d'expliquer pourquoi on veut partir un programme de développement du leadership. On commence à identifier les leviers sur lesquels on veut travailler. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'écouter les employés. OK? C'est une source de données importante. C'est ce qu'on va voir là, dans notre prochain webinaire. Voilà, Mathieu. Merci beaucoup, André. Donc, juste un petit rappel là, que oui, effectivement, demain, on va vous envoyer un courriel avec la présentation puis un enregistrement du vidéo.
Comme je disais, si vous avez 1 minute ou 2 pour répondre à notre questionnaire, notre sondage finalement de satisfaction pour le webinaire d'aujourd'hui, gênez-vous pas de nous donner des commentaires, ce que vous appréciez moins, ce que vous voudriez voir. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gauthier vous a mis les liens pour le prochain webinaire et aussi pour les formations. Donc, vous pouvez cliquer, aller voir ça tout de suite. Et on va passer tout de suite à aux questions, à la période des questions. Et on en a reçu une tantôt. J'ai posé t'arrêter, André, parce qu'on rentrait plus dans la technicalité de Sandia qui nous dit « Bonjour, on ne peut pas ajouter des pourcentages mensuels pour le calcul du taux de roulement annuel. » Et là, Sandia, je ne sais pas si vous avez un micro peut-être pour nous préciser un peu ce que vous voulez dire. C'était au tout début, là, quand tu nous montrais la formule, puis tu disais qu'à chaque mois, on additionne les… Oui, parce que les départs, ça s'additionne en cours d'année. Donc, pour être en mesure d'avoir un taux de roulement annuel, il faut calculer notre taux de roulement mensuel et on a notre moyenne mensuelle. Au lieu d'aller, puis probablement que le résultat ne sera pas bien différent si on le calcule annuellement. Mais ce qu'on va faire, c'est que notre moyenne va être une moyenne annuelle. Donc, si je prends ma moyenne annuelle qui est, par exemple, du 1er janvier, mes employés en début de période, au 31 décembre, mes employés en fin de période, ça me donne ma moyenne annuelle et je prends mes départs pour l'année, ça va me donner un taux de roulement. Cependant, on va être beaucoup plus précis. Et on va être beaucoup plus précis si on calcule notre taux de roulement mensuel, OK, donc avec la moyenne mensuelle et qu'on additionne ces taux de roulement-là mensuels pour obtenir un taux de roulement annuel. Je n'ai pas accès au micro. Il faut que la base soit la même tous les mois, j'imagine. Exact, il faut la moyenne. OK, ça a dit oui, elle est d'accord. Oui, oui, c'est la moyenne, c'est ça. C'est la moyenne. On calcule le taux de roulement mensuel avec notre base, notre moyenne mensuelle. Et pour faire l'annuel, on additionne tout ça. Fait que oui, ça fonctionne. C'est la façon de faire. Mais si vous calculez un roulement annuel avec une moyenne annuelle, ça va être bon, là. C'est rien que c'est un peu moins précis, surtout si vous êtes une entreprise où la main-d'œuvre fluctue beaucoup d'un mois à l'autre. On se trouve à avoir un résultat plus précis.